Bonjour à tous. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous pour cet événement Tout pour investir qui va être passionnant. Et effectivement, on va commencer par parler de sport. Je vous invite à vous asseoir si ces sujets vous intéressent. On va parler d'investissement, évidemment, et de ce rapprochement entre le monde du sport et les entreprises, notamment. Il y a plein d'angles à tirer sur ce sujet passionnant. Et je vais vous présenter tout de suite les personnes qui vont vous parler de ces deux sujets. J'ai avec moi Guillaume Lucchini, fondateur de Scala Patrimoine. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Didier Poulmer, avocat fiduciaire et président du think tank Sport et Citoyenneté. Et Clarisse Castan, fondatrice de Ginger et Limon Agency. Merci beaucoup d'être là. On les applaudit, merci. Je vais vous demander à chacun de vous présenter très rapidement. Didier, je commence par vous. Honneur aux dames, elle est d'accord. Clarisse. Merci beaucoup, c'est très gentil. Donc Clarisse Castan, ravie d'être parmi vous. Après 7 ans à la direction du groupe Accor, donc dans l'hôtellerie, j'ai choisi de créer mon agence de communication qui est spécialisée sur deux pôles. Un pôle où on accompagne les marques de luxe et lifestyle, donc principalement des marques comme Louis Vuitton, Tiffany & Co, la banque privée BNPP, sur des enjeux de communication, marketing, événements. Et de l'autre côté, on gère des célébrités, beaucoup dans le sport, donc joueurs de foot, rugby, MotoGP, basket. Et on a aussi toute la partie humour, cinéma et mode, dont on ne parlera pas forcément aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Mais ravi en tout cas d'être parmi vous aujourd'hui. Didier, à votre tour. Didier Poulmer. Donc moi je suis avocat fiduciaire et effectivement nous sommes spécialisés dans l'utilisation de la fiducie, qui est une technique particulière qui permet de faire de la gestion ou de la sûreté dans le cas de financement. Et on applique la fiducie dans beaucoup de secteurs économiques, dont le sport. Guillaume, on va revenir évidemment dans le détail sur ce que vous faites tous. Présentez-nous aussi votre activité. Ouais, donc bonjour à tous, Guillaume Lucchini, je suis le fondateur d'un family office qui s'appelle Scala Patrimoine. On est à Paris et Genève et on a une spécialité puisque ça fait maintenant plus de 15 ans qu'on accompagne des sportifs de haut niveau, d'abord sur des volets effectivement fiscaux, patrimoniaux, et puis ça va jusqu'à la reconversion maintenant pour un bon nombre de sportifs. Oui, c'est ça, parce que évidemment le rapprochement entre l'investissement et le sport, c'est à la fois les sportifs qui se mettent à investir, qui doivent être accompagnés, mais aussi les entreprises qui s'intéressent de plus en plus à ce monde du sport. On va y revenir dans un instant. Quand on a préparé cette conférence, Guillaume, vous m'avez dit qu'on était en 2024 dans une sorte d'année zéro en ce qui concerne justement le rapprochement de ces deux domaines, le sport et l'investissement. Pourquoi vous disiez ça ? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte avec les JO 2024, qui a mis quand même un espèce de focus assez important sur le monde du sport, parce que c'est vrai que l'État s'est mis en branle-bas de combat pour avoir des médailles. Alors la chance qu'on a eue en 2024, c'est qu'on a eu des médailles de pas mal de sportifs. Et c'est vrai que les entreprises, pour préparer cette année qui était importante, et pour la nation, mais également pour l'entrepreneuriat, parce que c'était un focus aussi sur les entreprises françaises, beaucoup ont mis un pied aussi dans le monde du sport, à travers des partenariats avec des sportifs, à travers une certaine sensibilisation de leurs salariés aussi à certains projets. Et donc finalement 2024, ça a été vraiment une année où on a parlé sport, sportifs et investisseurs. Et c'est vrai que jusqu'à présent, c'était des domaines qui étaient pour certains assez éloignés, puisque le sportif en activité ne s'intéressait pas finalement à l'investissement ou au domaine de l'entrepreneuriat, alors qu'en fait, en 2024, on s'est rendu compte que bon nombre de sportifs, qu'ils soient en carrière ou pas en carrière, avaient des velléités effectivement de se rapprocher des entreprises, et les entreprises avaient des velléités aussi de s'adosser à des sportifs pour plein de raisons, pour leur mentalité, pour leur résilience, pour pas mal de choses. Et donc en fait on s'est rendu compte que ces deux mondes qui étaient qui étaient presque indissociables et qu'on pouvait rapprocher de manière assez pleinement dans cette année 2024. Clarisse, dans la préparation, c'est pareil, vous m'avez dit quelque chose d'un peu semblable, c'est-à-dire que les influenceurs tels qu'on les connaît depuis plusieurs années, bon, ils sont toujours là, évidemment, ils ne disparaissent pas, mais la montée en puissance, justement, des personnalités du monde du sport est très impressionnante dernièrement. Complètement. Pour reprendre le contexte, en fait, l'influence a été l'évolution de la publicité. On est passé d'investissement majeur sur la partie télé, affichage, à de l'investissement à travers des humains, donc à travers l'influence. En 2024, il y a un chiffre qui va marquer tout le monde, c'est 23 milliards d'euros est investi sur la partie influence classique, 84 milliards d'euros dans le marketing sportif. Et un sportif engage 3 fois plus qu'un influenceur classique. Donc oui, il y a un vrai switch et on le voit en termes d'investissement et
d'intérêt auprès de cette catégorie-là, parce qu'il y a beaucoup plus d'engagement en fait. Didier, vous nous avez dit ce que vous faisiez comme fonction d'avocat fiduciaire. J'aimerais quand même que, avant de répondre à ces questions, vous nous parliez d'un petit peu des deals sur lesquels vous avez travaillé, avec quel club de foot, de rugby, quel sportif vous avez accompagné jusqu'ici. Alors nous les avocats, on n'est pas très bons dans le name dropping et tout ça parce qu'on a quand même pas mal de... On est plutôt habitué à être discret et confidentiel, donc ça se trouve sur internet assez facilement. Bon, d'accord. Mais on a effectivement fait pas mal d'opérations, de cessions, d'acquisitions. Et pour rebondir sur ce que disaient les deux intervenants, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'argent qui arrive dans le sport et dans le divertissement. Les deux sont assez liés. Et les acteurs eux-mêmes, c'est un bon business, à dire, pour les sportifs, pour les comédiens. Mais il y a un vrai sujet, et c'est le sujet qui intéresse beaucoup les investisseurs au sens large, de donner des moyens et des ressources aux acteurs. Alors pas uniquement les athlètes ou les personnalités, mais y compris les clubs, les fédérations, les ligues, le modèle économique du sport. À la différence d'autres secteurs économiques, le sport est devenu un secteur économique au fil du temps, mais il est plutôt au début de son histoire. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il attire beaucoup d'investisseurs et il y a effectivement des clubs qui passent d'une main à une autre. Pas très loin d'ici, ça attire même des gens d'un peu plus loin que l'Europe. Et ce qui est intéressant, c'est quel est l'équilibre qui va se faire entre les attentes légitimes de ceux qui investissent, qui viennent pour un retour sur investissement, alors ils peuvent venir pour de la communication et autres, et ceux qui le pratiquent, et même ceux qui le regardent. Et on voit notamment ce qui se passe dans le football, où il y a la cristallisation de certaines tensions, parce que certains peuvent être tentés d'aller vers un modèle très capitaliste. En revanche, il n'est pas certain que ceux qui le regardent, et on voit qu'en ce moment dans les stades de Ligue 2, il y a des mouvements sur la diffusion, sur les horaires de diffusion et autres. Donc tout l'enjeu pour les acteurs économiques, ça va être de trouver un équilibre. Et nous, professionnels, chacun à nos niveaux, chacun dans nos fonctions, on a cette responsabilité-là de contribuer à permettre de trouver cet équilibre-là entre les attentes légitimes qui sont liées à la financiarisation du sport et ce qu'est le sport, parce que c'est un secteur économique qui repose sur des hommes et des femmes. Il n'y a pas beaucoup d'assets tangibles, il y a beaucoup d'assets intangibles. Les infrastructures elles-mêmes, les stades et autres, il y a une réflexion sur comment les faire passer d'un mode de détention public un mode de détention peut-être hybride qui associe le privé et le public de manière beaucoup plus harmonieuse. Donc il y a tous ces sujets-là qui se posent et on baigne dedans tous les trois et chacun à nos niveaux, chacun en y amenant de l'expertise. Et je pense moi que c'est le début de l'histoire, je rejoins Guillaume là-dessus. Il y a un effet JO, qu'est-ce qui fait que ça ne va pas retomber derrière? On l'a vu, l'engouement des entreprises avant les compétitions, avant les médailles. Qu'est-ce qui fait que ça va continuer cet engouement et que ça ne va pas retomber comme ça le fait souvent au milieu d'une Olympiade, Didier, d'après vous? Sandra, ça dépend de vous en partie. Oui. Parce que les médias, forcément, quand il y a de la lumière, quand il y a des feux d'artifice, comme on l'a vu là pendant les Jeux, ils sont là, ils arrivent. Quand ça s'éteint, il reste de la lumière encore sur les sports où il y avait déjà de la lumière, donc le foot en particulier, le rugby, le tennis. En revanche, ça s'est déjà un peu éteint ailleurs. Déjà, ça s'éteint pas mal sur les Paralympiques. Si vous leur parlez, nous, on accompagne quelques athlètes. La question se pose de qu'est-ce qui va se passer après. Donc, il faut qu'il y ait une dynamique qui se crée. Et puis, voilà, les médias jouent un rôle très important. Nous, acteurs professionnels, chacun à notre niveau, on pousse. On essaie de montrer toutes les vertus et toutes les valeurs du sport. Et contrairement à ce qu'on peut penser, surtout en France, je pense, on a souvent considéré le sport un peu à l'écart. Il n'y a qu'à voir la place que le sport occupe dans les écoles qui forment les élites. Polytechnique, ça va, c'est pas mal. L'ENA, à voir. Et il y a toute une dynamique qui est créée. C'est pour ça que j'ai le plaisir de présider le think tank Sport et Citoyenneté. Il faut qu'on monte les valeurs du sport. Moi, je pense que le secteur économique du sport, dans sa capacité à montrer peut-être des nouveaux modèles, il va peut-être même déborder sa sphère à lui-même et montrer qu'il y a peut-être des modèles qui peuvent être transposés dans d'autres secteurs, parce que dans ce secteur-là, il y a des problématiques, et notamment humaines fortes, qui se posent. Qu'est-ce qui, Guillaume, vous amène à être optimiste justement dans cette partie investissement du monde économique dans les sportifs? Quels sont les signes que vous voyez qui vous montrent que ça va dans le bon sens? Alors, la chance qu'on a, c'est qu'on a un rapport de BPI là-dessus tout récent et sur lequel les chiffres nous montrent quand même qu'on est plutôt dans la bonne voie.
Je pense qu'on n'est pas forcément au courant, mais le sport représente 2,6% du PIB de la France. Donc c'est pas négligeable. C'est 70 milliards de chiffre d'affaires en 2024 et les projections pour 2028, c'est 100 milliards. Donc il y a quand même des indicateurs qui sont quand même assez forts. Et aujourd'hui, il y a à peu près entre 10 et 15 000 entreprises qui se créent chaque année dans ce domaine. Donc quand on parle du sport, c'est tout type de domaine, puisqu'en fait le sport, c'est pas une verticale, c'est vraiment une horizontale. Vous avez des objets connectés, vous avez la tech, il y a plein de sujets aujourd'hui là-dessus. Et c'est vrai qu'en plus, quand on regarde un peu d'un point de vue citoyenneté, les effets autres, on voit de plus en plus l'intérêt de mettre en avant le sport pour sortir des écrans. Là, on parlait de citoyenneté, on parlait d'éducation. Il y a quand même cette envie aussi de retrouver des valeurs, il y a des sujets de santé publique derrière. Hein. Je crois que 2025, c'est l'année de la santé mentale. La santé mentale, ça passe par le sport aussi. Oui. Donc en fait, il y a plein d'éléments qui font que, comme le disait Didier, je pense qu'on a mis de côté le sport, et quand on regarde d'autres pays européens, le sport fait partie prenante de l'éducation. C'est quasiment 50% du temps qui est accordé aujourd'hui dans les écoles. Ça, on l'a pas. Je pense qu'on va y venir petit à petit parce qu'on se rend compte qu'à un moment donné, il y a des sujets de santé publique où le sport est un vrai vecteur. Et après, l'investissement, oui, il y a un investissement parce que forcément, s'il y a des besoins qui sont des besoins de santé publique, il va y avoir des entreprises qui vont aller là-dedans. Et puis de l'autre côté, les sportifs, comme le disait Clarisse, aujourd'hui, quand ils font de l'investissement, ils ont besoin de deux choses. Effectivement, de réaliser, on va dire, une opération qui est propre à une opération financière traditionnelle, mais surtout de plus en plus de pouvoir s'impliquer et de comprendre. Et la compréhension finalement de l'investissement passe par le fait de pouvoir utiliser, ou du moins de comprendre la technologie ou autre, de l'utiliser au quotidien. Et donc du coup, ils vont avoir une force de frappe d'un point de vue communication, et c'est ce que disait Clarisse aussi, c'est que forcément ça a plus de poids quand vous avez un sportif qui vous dit « j'ai fait de la rééducation et telle start-up qui a développé tel outil m'a permis de retrouver une forme beaucoup plus vite que ce que j'avais avant ». Et en fait, ils sont partie prenante. Et c'est là où on va avoir des effets où, déjà, ça leur met les pieds sur terre, parce que pour certains sportifs, il y a quand même une déconnexion avec les problématiques de la vie courante. Ça leur met un pied dans l'entrepreneuriat, ça permet de faire un passerelle aussi avec la reconversion, et ça évite pour bon nombre de sportifs d'avoir finalement une coupure qui est trop violente. Parce que quand vous passez d'une exposition médiatique importante à une retraite, on sait qu'il y a des sujets là aussi encore de santé mentale, de psychologie, de burn-out. Et c'est vrai que le fait de préparer sa reconversion par l'investissement, qui peut être un des piliers de cette préparation, finalement ça permet de l'anticiper, de la préparer et d'avoir finalement une liaison qui se fait de manière beaucoup plus fluide, en tout cas pour ces sportifs aussi. Clarisse, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à cela? J'ai aussi une question, c'est en quoi un sportif est intéressant pour les marques? Déjà, il est beaucoup plus exclusif puisque la priorité, c'est la performance sportive. Donc, il ne va pas communiquer sur des marques tous les 4 matins. Donc, il va y avoir ce côté assez exclusif, et c'est des communautés sur les réseaux sociaux notamment qui sont énormément engagées. Il y a aussi une question de valeur qui doit fitter avec la marque, et on crée toujours des histoires. Moi, il n'y a aucun sportif qu'on accompagne dans tous les domaines qui va juste faire ce qu'on appelle un one-shot, c'est-à-dire communiquer une fois sur une marque. On va construire une histoire qui va être pertinente avec ses centres d'intérêt. Pourquoi pas sur des marques aussi sur lesquelles il a investi, puisqu'on travaille aussi sur la préparation post-carrière. Et des choses où ça va être à la fois de l'événementiel, à la fois une communication sur les réseaux, à la fois, pourquoi pas, une prise de parole médiatique. Mais l'idée, c'est vraiment de raconter une histoire et pas de faire de l'investissement, de les utiliser en outil de communication purement. Donc c'est vraiment du sur-mesure, de bien aussi étudier les communautés qu'il y a derrière, en fonction des pays, en fonction des âges, en fonction des besoins. Et on le voit, le sport, et encore plus le foot ou la Formule 1, et il y a eu un vrai engouement autour des JO. C'est des communautés qui sont ultra engagées, et donc du coup pour les marques, c'est du business derrière, puisque les gens derrière vont aller acheter les produits ou consommer le service. Didier, en quoi les assets du sport sont mieux valorisés? Vous disiez qu'on était au début de quelque chose. En quoi sont-ils mieux valorisés aujourd'hui qu'il y a 10-15 ans? C'est une question, ça prend du temps pour y répondre. Vous avez du temps. Non, mais je vais essayer de synthétiser. D'abord parce que ont convergé tous les médias. Au départ, c'était la télévision. Je ne vais pas remonter jusqu'à la radio, mais
il y a une convergence de la médiatisation du sport, et pour une raison qui est un peu bête mais évidente, c'est que c'est le seul contenu dont on ne connaît pas l'issue. En fait, on connaît la fin du film. Si vous le racontez à votre copain, il ira peut-être pas voir le film. Une musique, une fois que c'est enregistré, on sait comment ça se termine. Un match, vous ne savez pas. Et en fait, les investisseurs et les acteurs économiques se sont rendus compte qu'au moment où convergeait justement toute cette exposition médiatique, le digital est venu ajouter, ils ont vu que c'était un des contenus qui non seulement créait le plus d'émotions, mais surtout c'était celui qui était le plus aléatoire. Et cet aléa, c'est la meilleure manière de captiver une attention. Donc il y a eu cette convergence, le sport en a profité, et aujourd'hui se pose la question de la pérennisation du spectacle sportif, qui rejoint la question du modèle. Parce que si le modèle est fragile, et on l'a vu, le Covid, plus personne dans les tribunes, qu'est-ce qu'on fait, comment on finance, etc. Et là on voit aujourd'hui en France, mais c'est aussi le cas dans d'autres pays, il y a la question de comment on amène des ressources, comment on pérennise, comment on trouve cet équilibre entre les intérêts des athlètes, les intérêts des propriétaires de clubs, les fédérations, chacun essaie de faire son business. Et donc la recherche de cet équilibre, elle est passionnante. C'est très intéressant ce que vous dites parce que effectivement, dans beaucoup de domaines, on repense le modèle économique du football, du rugby. On parle des salaires de certains qui sont trop élevés, de certains qui ne sont pas du tout payés. Clarisse, est-ce que vous le sentez au quotidien dans l'accompagnement des sportifs qu'il y a un changement, un basculement et qu'il va falloir revoir cette stratégie dans leur accompagnement ? Il y a un changement qui s'opère évidemment et il y a un gros chantier aussi qui est important à mener, à mon sens, c'est la pédagogie et l'éducation qui est faite auprès des sportifs. Je pense que Didier et Guillaume le voient comme moi, ils sont quand même très souvent mal entourés. Beaucoup de gens sont autour d'eux par intérêt et pas pour leur intérêt. Et donc du coup, on voit beaucoup de footballeurs qui sont ruinés post-carrière parce qu'ils ont pris des mauvaises habitudes avec des jets privés, des montres de luxe, etc. Mais ils n'ont pas fait les choses basiques de la vie comme une personne normale pourrait faire en termes d'investissement. Je sais que la Ligue, ils veulent me taper sur les doigts quand je dis ça, mais c'est réel. Pour moi, il y a un vrai rôle de la part de la LFP et des autres ligues dans les autres sports d'éducation. Ils passent quand même à peu près 20 à 30 ans de leur vie, soit en équipe nationale, soit auprès des clubs. Me dites pas qu'il n'y a pas 1 heure par semaine où on peut leur expliquer comment se structurer, comment s'entourer, comment faire des investissements simples, mais qui aussi leur sécurisent un avenir pérenne. Donc oui, il y a un gros changement qui est en train de s'opérer. On le voit notamment sur les business qui sont en train de se développer, mais ça prend du temps. Et effectivement, le domaine du sport est assez spécifique puisqu'on est tout le temps aussi dépendant des résultats sportifs, des blessures. Et donc, c'est un monde aussi sur lequel il faut être super flexible et adaptable et faire aussi de la pédagogie auprès des marques. Je vais revenir dans un instant auprès de vous, Guillaume, mais c'est intéressant, cette fluctuation à chaque fois qui dépend à la fois du sport, mais à la fois du contexte économique. Je pense au droit de diffusion du football, tout simplement, de la survie des clubs. Enfin, ça a des conséquences en cascade, réellement, jusqu'aux sportifs le plus modeste, je dirais, Didier. Comment on fait fi ou comment on s'adapte à cette situation qui est constamment en changement ? C'est une très bonne question parce que c'est celle qui va nous occuper dans les 10 prochaines années. Il y a plein de sujets derrière votre question. Il y a celle des infrastructures. La question des infrastructures, c'est un sujet clé. Il y a un stade là, pas très loin d'ici, dont on ne connaît pas encore l'avenir. C'est en train de se jouer maintenant. Tous les clubs ont des difficultés dans leur modèle parce qu'ils ne sont pas propriétaires de leur stade. Donc ça veut dire qu'ils ont un outil qui est un outil principal. Ils accueillent du monde, mais ils ne sont pas propriétaires. Donc il y a ces sujets qui se posent. Donc il faut travailler sur les modèles, il faut qu'on réussisse en innovant à trouver des schémas juridiques, économiques, financiers qui permettent d'améliorer ces modèles-là. Mais là où je vais rejoindre Guillaume, il a dit quelque chose qui est très important pour moi aujourd'hui, et il faut que le monde économique, et on est bien placé là aujourd'hui pour en parler, il a un rôle à jouer. Guillaume a dit RSE. En fait, il n'y a pas plus RSE que le sport, parce que quand vous dites responsabilité sociale et environnementale, quand vous prenez le sport, il n'y a pas plus œcuménique. Vous avez toutes les couleurs de peau, toutes les religions, que vous soyez valide ou invalide. Vous avez les jeunes, les moins jeunes, les vieux. Il a une puissance inégalée dans la société. Une fois qu'on a dit ça, pourquoi je dis ça ? C'est que
tous les secteurs économiques qui cherchent aujourd'hui à parler au plus grand nombre. Je pense notamment, il y a un secteur qui m'intéresse, vous les connaissez bien, la santé. Tout ce qui tourne autour de la santé. Effectivement, tu l'as dit Guillaume, il n'y a rien de mieux aujourd'hui, toutes les études le montrent, que la pratique du sport pour améliorer non seulement la durée de vie, la forme physique et sans doute aussi presque le bonheur. Alors, le bonheur, c'est fort. Donc tous ces secteurs qui cherchent à parler à la fois au plus grand nombre et qui ont une responsabilité eux aussi, et ils cherchent à montrer qu'ils ont une RSE, qu'ils ont une responsabilité sociétale, environnementale, qui viennent dans le sport. On les voit pas. Aujourd'hui, c'est un peu toujours les mêmes qu'on voit. Les sponsors, on les connaît, ils sont là, ils ont un rôle, c'est évident. Mais il y a toute une série d'acteurs dans ces secteurs-là qui cherchent aujourd'hui à démontrer la dimension RSE de leurs activités, qui viennent dans le sport. Ils vont trouver un vivier d'action, de terrain vraiment de jeu, de prédilection et donc de communication aussi, qui à mon sens n'a pas de choses égales dans la société. Vous avez raison de dire qu'il faut effectivement que ça porte énormément de valeur, mais il faut aussi que ça ruisselle jusqu'aux sportifs, et c'est votre job finalement Guillaume, que l'investissement sur le sportif, mais aussi du sportif, soit efficace, soit efficient, qu'il ne perde pas tout ce qu'il a gagné dans sa carrière en une poignée de semaines. Comment on l'accompagne? Quels sont réellement ses besoins, ceux que vous particulièrement vous accompagnez? Et à quel moment faut intervenir? Faut intervenir tôt. Oui, c'est ça. Je pense que beaucoup de gens, quand on parle du monde du sport, pensent Mbappé, et Mbappé, c'est le top tout en haut. En fait, quand on regarde aujourd'hui les sportifs de haut niveau, très souvent quand on m'interpelle sur à quel moment on a besoin de quelqu'un comme moi pour accompagner un sportif, déjà il y a bon nombre de sportifs, comme le dirait Clarisse, qui n'ont pas besoin de mon expertise. Parce qu'en fait, certains domaines comme le rugby, le hand, même le milieu de tableau en France, quand vous regardez la rémunération, que vous l'étalez sur la durée de vie de la personne, parce qu'on oublie que c'est des carrières qui sont quand même très courtes. Donc quand vous amassez sur 8 ans une rémunération, que vous enlevez l'impôt et que vous l'étalez sur le reste de sa vie, en fait vous vous rendez compte que déjà il n'a pas le droit à l'erreur, premièrement. Donc ça c'est le premier point. Et de deux, si déjà il fait juste les fondations traditionnelles en bon père de famille, c'est-à-dire acheter sa résidence principale, faire 1 ou 2 investissements locatifs, avoir un matelas de sécurité pour les études de ses enfants, déjà s'il arrive à ça, c'est chouette. Donc il n'a pas besoin de faire plus, il n'a pas besoin de s'envoyer en l'air dans du venture capital, dans investir dans le dernier five à côté de chez lui, le dernier restaurant de son cousin, ça il n'a pas besoin. On peut rester sur du concret, c'est ce que vous dites. On peut rester sur du très basique. Maintenant ça nécessite, comme le disait Clarisse aussi, un écosystème qui vous permet de faire ça. Pourquoi? Parce que ces sportifs de niveau, bon nombre de personnes en France ne connaissent pas du tout ce que c'est qu'un agenda d'un sportif de haut niveau. Un agenda d'un sportif de haut niveau, quand vous êtes dans un grand club, vous ne voyez pas votre famille. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que moi, les gens que je gère, finalement, ils vous disent je commence à rencontrer mes enfants et à passer du temps avec ma femme le jour où je suis quasiment plus en carrière. Ouais. Parce que quand vous prenez des joueurs qui sont au top entre les championnats, les matchs de Coupe d'Europe, les matchs d'équipe nationale, plus les grands événements mondiaux, effectivement, ils sont quasiment en dehors de chez eux la moitié, voire les 3/4 de la semaine. Et donc du coup, quand vous prenez cette perspective, que derrière vous dites qu'il va quand même passer un peu de temps en famille, en fait, sur le sujet de l'investissement, il n'a pas le temps. Et d'ailleurs, comme des chefs d'entreprise que je peux rencontrer aussi à côté, qui vous disent, moi je travaille toute la journée, le week-end c'est ma famille, j'ai pas le temps de penser à ça. Et en fait, le pas le temps peut se transformer en vrai problème. Parce que quand on n'a pas le temps, il y a 2 possibilités. Soit on laisse ça de côté, et finalement c'est un choix, mais le risque, on va dire, c'est le fait de ne pas le faire fructifier. Soit l'autre choix, c'est de le donner à des gens qui n'ont pas la capacité d'eux, parce que comme le rappelait Clarisse, il y a des entourages, et aujourd'hui ces gens-là, c'est des TPE, voire des PME à part entière, c'est-à-dire qu'ils font vivre tout un écosystème, et puis après en fonction d'où ils viennent, d'où ils sortent, des milieux, il y a des espèces de give back, c'est-à-dire si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu as été protégé, c'est qu'il y a des gens autour de toi qui t'ont permis d'arriver là, donc tu es redevable. Et ça, on le voit aussi dans le monde du foot, notamment, c'est qu'il y a des choix de carrière. Quand on connaît l'envers du décor, c'est pas des choix de carrière, c'est des choix qui se sont imposés aux joueurs, parce qu'à un moment donné, il fallait chercher plus d'argent, et il y a des choix qui sont transformés du financier, enfin du sportif vers le financier. Donc en fait, il y a un besoin déjà d'être bien entouré. Ça peut passer par de la pédagogie, mais c'est vrai que quand on écoute le discours aujourd'hui des ligues, ils veulent pas prendre le risque. Ils ont tellement de casseroles de fait à un moment donné pour certains clubs de dire j'ai essayé de présenter, vous voyez ce qui s'est passé avec l'UNFP, avec tous ces sujets-là, mais en fait, ils préfèrent se dire attends, moi j'ai un rôle, je suis chef d'entreprise, je gère mon bilan, je gère mes infrastructures, tout le reste,
j'ai pas envie de me rajouter une contrainte supplémentaire. Mais c'est vrai que cette contrainte supplémentaire, si on la regarde d'un œil extérieur, elle est quand même assez folle, parce qu'on peut se dire, mais ça vient protéger vos assets, puisque le joueur, c'est un asset. On le voit d'ailleurs sur la partie communication, il y a beaucoup d'accompagnement maintenant qui est fait par les clubs sur la communication, parce qu'un joueur qui communique mal, ça a un impact sur le club et sur les revenus du club, puisqu'indirectement, les revenus du club, c'est du sponsoring, c'est des marques, c'est des entreprises qui s'abonnent, et donc il y a un enjeu. Donc en fait, le joueur, il a un asset qui est déjà son image, donc il est nécessaire finalement de l'accompagner, et puis après, il est nécessaire effectivement de lui faire les bons investissements, et tout le monde ne peut pas se permettre d'investir en private equity ou faire du venture capital. Ça, c'est une petite frange de la population qui a mis de côté, structuré, préparé son après-carrière. Et donc voilà, il ne faut pas se leurrer aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on prend le sportif, on met de plus en plus en avant l'investissement dans les startups, le fameux investissement du sportif dans la startup. Mais ça, c'est hyper risqué, c'est le dernier truc qu'il a fait. Et avant, il y a toute une organisation. Et puis en parallèle de ça, il y a juste aussi un volet qui est important à prendre en compte, c'est que le médical est hyper important. Ces carrières aujourd'hui peuvent s'arrêter à tout moment sur des sujets médicaux. On le voit aujourd'hui, que ce soit dans le rugby, dans le foot, sur des erreurs de diagnostic. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, on intègre de plus en plus aussi cette brique en termes d'accompagnement, parce que là encore, il y a des conflits d'intérêts. C'est que très souvent, ces sportifs n'ont pas leur staff personnel. C'est des staffs qui sont les staffs des clubs. Et l'intérêt du club, des fois, n'est pas l'intérêt du joueur. Donc il y a un sujet aussi derrière tout ça. Et il est nécessaire pour un sportif, à un moment donné, de s'entourer. Et c'est vrai que pour arriver à cet entourage, il faut avoir des connexions et il faut avoir la capacité de se dire, je me pose et je me dis, comment je vais structurer. Bien s'entourer, c'est important. Clarisse, vous me disiez il y a quelques jours quand on discutait qu'il y avait les investissements financiers et puis vous les poussiez aussi à agir dans le domaine associatif. Là, on ne parle pas d'argent, on parle vraiment d'investissement personnel. Pourquoi vous faites ça ? C'est la condition pour qui rentre dans mon agence. Moi, le rêve de ma vie, c'est d'avoir ma fondation sur des problématiques pour les enfants, pour les femmes, et aussi avec un pôle animaux, mais je ne peux pas tout faire en même temps. Et donc, du coup, on travaille, nous, avec des associations en France, en Afrique et en Indonésie. Et donc, tous sont obligés soit d'être impliqués avec nos associations, donc ils vont passer du temps dans les hôpitaux, ils donnent aussi des places pour les matchs, etc. Ou on les aide aussi à développer leurs associations. Presnel Kipembe a son association, Axel Toupane, qui est un joueur de basket, a aussi son association Les Prochains Leaders pour l'insertion des jeunes femmes dans la société. Donc c'est leur rôle pour moi aussi. C'est important d'investir, de préparer la post-carrière, mais ils doivent aussi transmettre, donner de leur temps. Ils font partie d'une élite, ils sont aussi le rêve de beaucoup, donc évidemment qu'ils doivent aussi rendre un peu, et c'est à mon sens le strict minimum. Oui, une partie d'une élite, oui, effectivement, c'est bien de le dire, mais ça ne veut pas dire pour autant que les choses vont bien se terminer, et d'où l'intérêt d'être accompagné. Didier Poulmer, on va conclure, ça passe très très vite cette conférence. J'aimerais savoir si, d'après tout ce que vous avez observé dans votre carrière sur le monde du sport de haut niveau, il y a un modèle ailleurs qui correspond à ce qu'il faudrait qu'on trouve en France dans les modèles économiques, dans finalement ce qui retombe sur les sportifs, dans justement ce rapprochement entre le sport et les entreprises. Est-ce que vous avez déjà observé des situations, des pays qui gèrent bien ce rapprochement ? C'est difficile de répondre à cette question parce que le monde anglo-saxon a réussi quelque chose qu'on n'a pas encore réussi nous à faire, c'est qu'ils ont vraiment transformer ce secteur en un énorme business. L'équipe de basket de la NBA, c'est à la fois c'est le plus haut niveau de performance sportive, parmi les plus hauts niveaux dans le basket, et c'est à la fois le plus beau spectacle de divertissement des jeunes, etc. Et ils ont des modèles qui sont forts puisqu'ils ont des franchises, les gens investissent, ils ne risquent pas d'être rétrogradés, c'est un système de ligue fermée. Sauf que ma conviction, ça n'engage que moi, mais on ne peut pas transposer ce modèle-là dans un modèle européen dont l'histoire est radicalement différente. Et nous, vous ne pouvez pas, il y a des fois des tentatives, déplacer le club de rugby de Biarritz et aller le mettre à Clermont-Ferrand, ça ne marche pas. Donc on est obligé de trouver, nous, Européens, Français aussi, nos modèles, notre propre modèle, et ça évolue. Il y a vraiment, moi je suis très optimiste, je pense qu'on va réussir à faire quelque chose, peut-être même de mieux que les Américains, que les Anglo-Saxons. C'est à nous de travailler, c'est à nous de démontrer notre capacité à le faire. Mais on a besoin de moyens pour ça. C'est pour ça que aujourd'hui, à l'heure où on se trouve, c'est peut-être l'année zéro, comme tu dis, depuis 2024, mais
On a un vaste champ de travail, il faut qu'on attire vraiment des ressources, les investisseurs. Les athlètes en ont besoin, pour toutes les raisons qui ont été indiquées. Les clubs, les ligues, les fédérations ont besoin de ces moyens-là. Et je pense que tous ceux qui aujourd'hui sont au contact de ceux qui ont des moyens, ils peuvent venir aider le sport. Et on est dans le sport, on n'aide pas uniquement le sport, on aide la société. Des investissements et de la médiatisation, on vous a entendu. Merci beaucoup Didier Poulmer, Clarisse Castan, Guillaume Lucchini. Je pense qu'on peut les applaudir pour cette conférence. Merci à vous. Merci beaucoup.